Bonjour tout le monde. On m'entend bien jusque dans le fond? Excellent. Alors, bienvenue à la Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec, de l'Université Laval. Alors, merci d'être à cette première conférence. Et notre premier conférencier ce matin sera M. Vincent Galarneau. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'environnement et d'une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval. Il a coordonné pendant plusieurs années la réalisation de jardins collectifs en milieu urbain et a participé à de nombreux projets de recherche et de développement sur la mise en marché des aliments locaux. Travaillant pour Vivre en Ville depuis février 2012, il s'intéresse au rôle de l'alimentation et de l'agriculture et de la végétation urbaine dans l'aménagement des collectivités. Sa conférence porte sur le rôle de l'agriculture urbaine dans la création de collectivités viables. Alors, je vais maintenant céder le micro à M. Galarneau, qui va vous entretenir de sa conférence. Merci de votre présence. Alors, je vais attendre jusque les gens s'assoient. Merci, M. Galland, pour la présentation. Alors, comment on peut rendre nos villes plus fertiles? Comment, en fait, nourrir une population mondiale grandissante qui se concentre de plus en plus dans les villes? Et surtout, comment se nourrir sainement et durablement dans un environnement politique, économique, climatique de plus en plus complexe et incertain? Chose certaine, il faut éviter de faire l'autruche et de se mettre la tête dans le sable. En effet, plus d'1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim aujourd'hui dans le monde, alors que près de 30% des Nord-Américains font de l'embonpoint. Je vois un certain paradoxe. Qui plus est, 30 à 50% de nos aliments sont gaspillés dans un système alimentaire qui est responsable approximativement de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Le transport et la manutention des aliments sur des milliers de kilomètres a de nombreuses conséquences, mais notamment des conséquences au niveau de la qualité nutritive et gustative de nos aliments. Une livre de laitue californienne contient en moyenne 80 calories alimentaires, mais quand elle arrive dans notre assiette sur la côte Est, il aura fallu 4600 calories pétrolières pour la produire, la laver, l'emballer, la réfrigérer, la transporter, enfin, vous comprenez un peu, alors qu'elle aurait pu venir du fermier du coin. Et alors qu'on importe nos produits de partout dans le monde, on dilapide nos terres agricoles, on continue à les bétoniser, à les bitumiser, alors qu'ils ne représentent qu'à peine un petit 4% de notre territoire, et encore, plusieurs sont en friche, plusieurs ne sont tout simplement pas utilisées. Et pourquoi on dilapide ces terres-là? Pour y faire des nouveaux lotissements résidentiels, de plus en plus loin de l'épicerie, des services. Enfin, vous voyez un peu le dessin. Alors stop! Arrêtons les statistiques désolantes et voyons qu'un autre monde est possible, que ces tendances-là sont réversibles et qu'il y a en fait autour de nous plein d'exemples inspirants pour nous le prouver. Donc, comme je disais, arrêtons de nous mettre la tête dans le sable et mettons-nous les mains dedans. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente à nouveau, Vincent Galarneau, je suis jardinier, comme la plupart d'entre vous, je présume, anthropologue et également conseiller en agriculture et environnement chez Vivre en Ville. Vivre en Ville, c'est une organisation d'intérêt public qui travaille en urbanisme et en aménagement du territoire depuis 1995. En gros, notre mission, c'est de faire cheminer le Québec sur la voie des collectivités viables et on le fait d'une multitude de façons. Je vous ai mis je ne parlerai pas beaucoup du Code Québec aujourd'hui, mais je vous ai tout de même mis une photo du jardin communautaire Tournesol, qui est un des jardins les plus anciens et les plus diversifiés à Québec, un cas de figure. Mais donc, Vivre en Ville, on a une équipe assez diversifiée, puisque notre mission est complexe. Attendez, ça aurait été bien d'avoir un pointeur, mais j'en ai pas. Donc, on y va comme ça. Donc, Vivre en Ville, on travaille sur l'aménagement du territoire. Et comme c'est un enjeu extrêmement complexe, évidemment, l'agriculture, ce n'est pas notre seul questionnement. Les transports, le verdissement, toutes les questions de politique publique, énergétique, etc., etc. Je suis également membre du réseau d'agriculture urbaine de Québec.
qui favorise, en fait, qui tente de favoriser le développement de l'agriculture urbaine à Québec, son nom le dit bien, par le biais de l'organisation d'événements comme celui-ci aujourd'hui, et également par le réseautage des acteurs. Donc, on cherche à mettre en contact les différentes personnes et organisations qui travaillent de près ou de loin en agriculture urbaine pour qu'ils partagent connaissances, ressources, etc. Donc, si ça vous tente de vous impliquer, il y a toujours de la place au réseau d'agriculture urbaine pour vous. Aujourd'hui, en fait, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On peut se demander, en fait, pourquoi on en est venu ces dernières années à parler tant d'agriculture urbaine. C'est quand même relativement récent que ce soit un sujet aussi médiatisé. Mais en fait, il faudrait plutôt mieux se poser la question autrement. Pourquoi en est-on venu, particulièrement en Occident, à séparer l'agriculture, la production d'aliments et la ville, donc l'endroit où les humains se rassemblent pour travailler, vivre ensemble? En fait, je vais essayer d'être bref sur l'aspect historique, mais c'est tellement une histoire fascinante que je vous propose quand même quelques repères pour tenter de comprendre un peu mieux cette coévolution de l'agriculture et de l'urbanisation. Après une brève présentation des fonctions de l'agriculture urbaine, je tenterai de démontrer qu'elle constitue une stratégie polyvalente pour cheminer vers des milieux de vie plus complets. Il continue à arriver du monde, c'est bien, on va voir la salle comble éventuellement. Alors, donc, elle se continue pour cheminer vers des milieux de vie plus complets, donc plus verts et plus nourriciers. Je vous présenterai également un certain nombre de cas de quartiers jardinés qui m'apparaissent particulièrement intéressants. Le choix a été extrêmement difficile dans ces cas-là puisque les projets se multiplient, mais j'ai voulu choisir vraiment des projets à l'échelle du quartier puisque c'est une échelle assez importante, symbolique, dans laquelle on peut s'investir personnellement. Et ensuite de ça, en fait, on sait que l'agriculture urbaine, c'est un mouvement citoyen, mais je vais aussi vous montrer qu'elle relève de l'engagement de plusieurs acteurs, et notamment des municipalités, et qu'il faut parfois pousser un petit peu pour voir advenir les changements qu'on souhaite dans notre société. D'où le thème d'ailleurs de l'événement « Pousse ta ville ». Alors, on peut remonter assez loin dans le temps et retrouver un peu partout dans le monde une trace d'une intime coexistence entre la production d'aliments et les habitations humaines. En fait, la localisation même des établissements humains était directement liée à la possibilité de s'y approvisionner en différentes ressources, et notamment en eau et en nourriture. Entendons-nous. Donc, que l'on pense aux chinampas, en fait, qui sont des réseaux de canaux et d'îles artificielles qui étaient présents notamment dans la capitale aztèque Tenochtitlan, qu'on pense également au premier fondement de la colonie ici en Amérique du Nord, donc en Nouvelle-France. Ici, vous avez l'exemple de Ville-Marie, où en 1731, vous voyez tous les petits carrés verts, ce sont des jardins au centre des enceintes des milieux bâtis. Donc, l'omniprésence des jardins à des fins nourricières. Vous avez également en France, les jardins maraîchers qui étaient présents tout autour de Paris, et également les champignonnières qui ont, surtout au 19e siècle, qui étaient encore très présentes et très productives dans les catacombes, en fait, de Paris. Donc, on peut multiplier les exemples pour montrer que de tout temps, les villes ont été jardinées et nourricières. En fait, certaines villes européennes conservent encore aujourd'hui des espaces cultivables en quantité assez intéressante. Vous avez ici l'exemple de Fribourg. Donc, tous les carrés ici, ce sont des jardins collectifs ou des jardins familiaux, encore en quantité intéressante. Même chose aussi à Genève, où il y a encore une quantité assez importante de jardins familiaux. C'est également le cas en Russie, avec les dachas, qui étaient en fait des parcelles de terre périurbaines où la population se ruait durant l'été, notamment, pour fuir une ville polluée, dépourvue de qualité de vie. Vous comprendrez ici, en fait, qu'un enjeu important de la conférence, justement, et pour vous également, c'est de faire de la ville un milieu de vie agréable, un milieu de vie qui répond aux besoins essentiels de la population, qui est favorable à sa santé, qui assure la démocratie et qui respecte la capacité des écosystèmes à se régénérer à long terme. Bref, pour faire des collectivités viables. Et pour ce faire, il est impératif de repenser les rapports entre l'agriculture, l'alimentation et l'urbanisme, notamment. Il y a beaucoup d'autres enjeux, mais c'est sur celui-là dont je vous entretiens aujourd'hui. D'un point de vue anthropologique et historique, en fait, c'est plutôt la séparation de ces deux fonctions, nourricière et habitation, qui paraît être l'anomalie historique. Et on peut situer dans le temps assez clairement le moment où il y a eu cette bifurcation-là. Quelque part, je vous dirais, au milieu du 20e siècle.
du 20e siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, le jardinage était fortement encouragé. Était fortement encouragé par les autorités publiques en Amérique du Nord, et tout particulièrement aux États-Unis, où il était considéré comme un acte patriotique. On y a créé de nombreux jardins, et ces jardins ont alimenté jusqu'à 40% des États-Unis durant la période de la guerre. C'est sans doute la période où les villes auront, c'est sans doute la période de l'histoire contemporaine où les villes auront été le plus jardinées. Au tournant c'est-à-dire suite à la guerre, par contre, tout va changer. Il y aura vraiment un retournement assez radical des choses, avec la pétrolisation de l'économie, mais également, donc au tournant des années 50, les villes du monde se développent comme jamais auparavant. Suivant le courant fonctionnaliste en agriculture, on assigne donc des fonctions au territoire, on désigne des grands ensembles sur le territoire. Alors ici le résidentiel, ici le commercial, ici l'industriel, et là-bas l'agriculture, toujours de plus en plus loin. La rente foncière offerte par l'agriculture ne pouvant plus compétitionner avec les revenus qu'on peut tirer des fonctions plus commerciales, industrielles, etc. Mais pendant ce temps-là, d'immenses infrastructures autoroutières se développent et encouragent l'étalement de la ville sur le territoire agricole, là où c'est le plus facile d'ailleurs, mais également sur les milieux humides et sur la forêt. Des millions de véhicules parcourent incessamment le territoire entre les déplacements pendulaires, des travailleurs en auto solo, mais également le transport des marchandises sur la terre, sur l'eau et dans l'air. Désormais, les limites continentales semblent avoir disparu. Désormais, les villes nord-américaines s'approvisionnent un peu partout dans le monde et les campagnes, elles, se voient totalement transformées. En effet, à peu près dans la même période, donc au milieu du 20e siècle, l'agriculture vit une révolution sans précédent. Les découvertes en chimie agricole, conjuguées à la disponibilité des surplus de nitrates qui étaient utilisés pour l'armement durant la guerre, permettront une conjonction pour le moins surprenante. Ce qui fut appelé la révolution verte de l'agriculture n'a rien à voir avec le verdissement des villes dont on parle aujourd'hui ou avec le verdissement de l'économie. Mais ça réfère plutôt au fait que les plantes nourries à l'engrais étaient particulièrement plus vertes. Donc, il n'y a aucun souci environnemental là-dedans. Au contraire, c'est plutôt un combat qui s'engage contre la nature, contre les ennemis des cultures. En fait, on peut même tracer un parallèle entre certains discours colonialistes, militaristes et agrochimistes, certaines compagnies ayant pas mal les pieds dans ces différentes sphères. Alors, l'accent de l'agriculture industrielle sur la dimension technique et financière se fait parfois, pour ne pas dire souvent, au détriment des dimensions sociales et écologiques, qui sont encore, disons, les parents pauvres du développement durable. Vous savez, dans les fameux cercles du développement durable, le social et l'écologie, on doit encore les pousser pour qu'ils prennent la place qui leur est due. Le modèle agro-industriel, s'il a permis une augmentation importante de la productivité par hectare des terres, est néanmoins associé à de nombreuses problématiques, notamment la dévitalisation des milieux ruraux, la pollution des cours d'eau, la dépendance quasi absolue aux énergies fossiles. C'est d'ailleurs ce qui amène l'activiste et journaliste américain, peut-être vous le connaissez-vous, Michael Pollan, à dire que nous mangeons littéralement du pétrole. Fait intéressant, nous disposons d'au moins un cas pour illustrer les impacts de la dépendance au pétrole en agriculture. Et ce cas-là, vous le connaissez aussi peut-être, c'est Cuba. Suite à l'effondrement de l'URSS dans les années 1990, qui entraîna une rupture dans les approvisionnements en engrais, en pesticides, mais également et surtout en pétrole, Cuba a été forcé de mettre en culture tous les espaces cultivables disponibles afin de nourrir sa population. Encore un cas de nécessité. C'est ainsi que se sont multipliés les jardins maraîchers biologiques, les organicopoulos, dans les villes cubaines et tout particulièrement à La Havane, où 60% de la production alimentaire, selon les derniers chiffres qu'on a, serait fournie. Donc 60% des aliments consommés à La Havane proviendraient du territoire, à l'intérieur des limites de la ville. On y retrouve plus de 2400 hectares de jardins populaires qui produisent chaque année plus de 25 000 tonnes d'aliments. Par curiosité, combien vous pensez qu'on a d'hectares de jardins collectifs et communautaires à Québec? Quelqu'un veut se lancer? Quelqu'un a une petite idée? Juste une estimation. On disait 2400 hectares à La Havane.
24. Wow. 10. 5. Ah, monsieur, on s'approche. On aurait entre 3 et 4 hectares là, actuellement. C'est difficile de le quantifier exactement. Là, ça prendrait des relevés plus précis, mais en 2009, on évaluait à 3 hectares. Depuis, il y en a eu quelques autres, donc on peut parler de 4 hectares. Le Code Cuba, en fait, nous montre ce qui se passe quand l'agriculture n'a plus accès à son aliment de base, le pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. L'illusion d'abondance cesse et les gens se remettent à jardiner. Et ce qui renaît, c'est une agriculture diversifiée, à échelle humaine, qui utilise les ressources locales, compost, fumier des animaux, paillis, etc., résidus domestiques, qui nourrit une petite communauté, qui garde ces gens en santé et qui contribue à bonifier la qualité de l'environnement urbain. À mon sens, c'est ça l'agriculture urbaine. Mais je vais quand même vous proposer une petite définition parce que, bon, on ne s'en sort pas. Puis après une dizaine d'années de réflexion sur la question, je vous propose donc celle-ci, mais elle est toujours ouverte au changement. Donc, selon moi, l'agriculture urbaine, ça représente plusieurs choses. D'une part, c'est l'ensemble des activités agricoles qui se déroulent en milieu urbain, qu'on pense vraiment des activités de production, mais également de distribution, de consommation, de recyclage, compostage des matières organiques, etc. Disons que c'est la définition plus large et plus économique, voyant vraiment l'agriculture urbaine. Dans certains pays, c'est le cas. C'est vraiment une agriculture qui contribue sensiblement à l'économie. C'est un petit peu moins le cas ici, on va le voir. C'est également un mouvement citoyen de réappropriation et de revendication du sol urbain à des fins alimentaires, mais à des fins également de loisirs, de qualité de vie. On se dit, c'est pas normal qu'en tant qu'urbain, on n'ait pas des espaces où on peut jardiner, socialiser, etc. Mais c'est également un outil, et de plus en plus, dans les dernières années, les recherches tentent à le démontrer, c'est du point de vue des municipalités, des organisations territoriales, un outil de développement durable qui est multifonctionnel. Quand je vous dis multifonctionnel, c'est peu dire, on y arrivera sous peu. Mais d'abord, quelle forme prend l'agriculture urbaine? Je vais très rapidement, je pense que vous avez quand même peut-être une bonne idée des formes qu'elle prend. Mais si on prend un transect de la ville, donc une espèce de coupe de la ville très schématique, on s'entend, on peut dire, il existe évidemment des jardins institutionnels, par exemple sur le toit d'institutions publiques comme le Centre des congrès, ou alors comme le projet des urbainculteurs l'an dernier, à la demande de l'Assemblée nationale, ils ont réalisé un jardin devant le Parlement du Québec. Ils vous en parleront sans doute davantage cet après-midi. Également, donc, des toits-jardins, des balcons-jardins, des jardins partagés qui incluent des jardins collectifs, communautaires. Pour ceux qui ne sauraient pas encore la différence, dans les communautaires, généralement, chacun a sa petite parcelle, c'est davantage à des fins de loisirs, mais ça peut être également à des fins de production. Dans les jardins collectifs, il y a une mission davantage sociale, généralement. C'est une grande parcelle, on partage les tâches, les responsabilités et également les récoltes, on s'entend. Point à noter, de plus en plus, ces formes-là se rencontrent et on retrouve en fait un métissage de toutes ces formules-là. Évidemment, il y a les jardins domestiques, nos jardins dans nos cours, etc., des jardins privés, etc. Et on voit apparaître depuis quelques années des jardins davantage axés, des jardins urbains, des jardins maraîchers davantage axés sur la production, que ce soit en serre, en serre sur les toits comme les serres Loufa à Montréal, mais également des jardins maraîchers. Je vais vous en donner quelques petits exemples tout à l'heure. C'est notamment le cas à New York et à Vancouver. Il y a de plus en plus de petites fermes urbaines vraiment à visée commerciale. Je ne m'étends pas davantage là-dessus. Il y a évidemment les fermes périurbaines qui tentent de tirer leur épingle du jeu, devant vivre avec les pressions des taxes foncières d'une part et d'autre part avec la proximité de la population urbaine, et donc ils innovent en développant des circuits courts de distribution, de l'agrotourisme, éducation, etc. Je vous parlais des fonctions de l'agriculture urbaine. Écoutez, je pense que je ne ferai pas le tour aujourd'hui, mais il y a une étude qui a été faite donc, en 2012 à New York pour essayer vraiment de voir qu'est-ce qui a été démontré scientifiquement sur les impacts des différentes activités associées à l'agriculture urbaine au niveau de la santé, au plan social, au plan économique et au plan écologique. Et évidemment, les petits cercles qui sont entourés qui sont doublés, qui sont entourés, ont des études qui démontrent ces éléments-là. Les autres sont plus de l'ordre de l'hypothèse, du ressenti, de ce qu'on peut voir dans l'expérience quotidienne, dans la pratique quotidienne. Je vous mets quand même tout de même en évidence que la dernière colonne, c'est le jardinage proprement dit, donc cultiver des fruits, légumes et fines herbes. Et vous voyez que c'est beaucoup au plan de la santé et au plan social que le jardinage a des vertus, disons, reconnues. Je vous le synthétise un petit peu
plus encore en vous montrant en fait certaines problématiques auxquelles l'agriculture urbaine peut offrir une réponse intéressante. Donc, qu'on parle de santé, d'obésité, je pense que c'est reconnu que l'agriculture urbaine, le jardinage en particulier, constitue une activité physique modérée qui peut contribuer à baisser, par exemple, le taux de cholestérol dans le sang, à diminuer la pression artérielle, bref, un certain nombre d'effets physiologiques notables. Ensuite, la mauvaise alimentation, j'en ai parlé d'entrée de jeu de la conférence. Donc, il y a évidemment, c'est démontré également que notamment les enfants qui cultivent des fruits et légumes à l'école ou qui apprennent, qui ont une meilleure éducation à la saine alimentation, ça va se traduire par des comportements et vont consommer davantage de fruits et légumes dans leur quotidien. Ensuite, le déficit nature également, donc le contact avec la terre, découvrir les insectes dans le sol, prendre soin d'une plante peut également jouer un rôle dans les dynamiques, disons, de santé mentale, etc. Donc, écoutez, je ne vais pas aller dans tout le détail, mais vous voyez que l'agriculture urbaine a le potentiel de répondre à plusieurs enjeux, pas en tant que stratégie unique, on s'entend, mais elle constitue un outil formidable dont les municipalités ne mobilisent peut-être pas encore suffisamment. Si vous voulez en savoir davantage, j'ai rédigé un petit article qui est disponible sur le site collectivitéviable.org qui fait vraiment une synthèse là, des dernières années de recherche sur la question. Alors, les collectivités viables. Écoutez, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de ce qu'est une collectivité viable. Je l'ai décrit d'entrée de jeu. Donc, c'est une collectivité, ça peut être à plusieurs échelles. Ça peut être à l'échelle d'un pâté de maison, d'un quartier, d'une agglomération urbaine. L'idée d'une collectivité viable, c'est d'assurer la santé de sa population, de répondre à ses besoins, d'offrir une diversité de services, d'activités, etc. Donc, je vais vous présenter sous peu un certain nombre d'exemples qui, selon moi, démontrent l'intégration de plusieurs éléments, plusieurs principes des collectivités viables. Je vous invite également à aller jeter un coup d'œil sur la charte des écoquartiers qu'on a produit l'an dernier, qui fait un peu une synthèse, une cinquantaine de principes et balises pour orienter les décideurs sur comment créer des écoquartiers. Je pense qu'actuellement, il y a une vague. Saint-Jean-Baptiste est en train de définir se définit de plus en plus comme un écoquartier. Il y a des écoquartiers qui sont en train de se construire également qui vont se construire dans le secteur d'Estimauville et Pointe-aux-Lièvres. J'ai même entendu dire que Mézeray souhaitait, donc dans Limoilou, souhaitait être reconnu aussi. Enfin, donc, il y a toute une dynamique d'écoquartiers à aller voir de ce côté-là. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur, là, en fait. Ben, écoutez, tant qu'à... Je sais pas pourquoi. Cette section-là a été réactivée pour une raison... Je pense que ça serait un peu trop long de vous présenter tous ces principes-là, mais vous allez les voir dans les exemples de quartiers jardinés. Alors... Malheureusement, j'ai fait le choix de ne pas vous parler beaucoup du cas de Québec parce que, d'une part, on a des jardins, on a des beaux projets qui sont en cours de route et j'aurais pu passer toute ma conférence à vous présenter l'état de la situation au Québec, mais cet après-midi, vous allez avoir des gens comme Maria Eisenman des urbainculteurs qui va venir vous parler de tous les projets des urbainculteurs à Québec, puis vous avez tous les acteurs de l'agriculture urbaine de Québec en bas, donc vous avez amplement l'occasion de vous en informer. Par contre, je me disais que de vous présenter des exemples de quartiers ailleurs qui étaient peut-être un petit peu plus aboutis, où on a vraiment intégré, où il y a eu une implication d'une multitude d'acteurs, et puis on a vraiment créé un milieu de vie qui me semblait relativement complet. Le premier exemple que je vous présente, c'est le quartier Kitsilano, qui est situé en fait juste au sud de Vancouver. Il y a une concentration dans Kitsilano de jardins communautaires qu'on retrouve, que je n'ai pas remarqué ailleurs, en fait. Et vous voyez notamment ici une bande de 600 mètres, une ancienne voie ferrée, qui est devenue une piste cyclable et une voie pédestre, donc pour les piétons. Et sur le bord de part et d'autre de cette piste cyclable-là, on a implanté des jardins collectifs sur toute la longueur. Qui plus est, quand on s'approche un petit peu, on voit dans le haut ici, où le bâtiment bleu, c'est l'organisme City Farmer. City Farmer, il fait la promotion de l'agriculture urbaine et des techniques notamment de récupération d'eau, de compostage et toutes les formes d'agriculture urbaine depuis près de 30 ans à Vancouver, donc mais à la grandeur du Canada. Donc vous avez ce site de démonstration-là, vous avez cette piste cyclable et piétonnière bordée de jardins, ainsi qu'un autre jardin communautaire à la gauche.
Je vous mets au défi de trouver ça au Québec actuellement. Je dis que quand on fait les cartographies des jardins, il y en a un ici, un là. Quartier Rosemont, Petite-Patrie, Villeray à Montréal, ça commence à être intéressant, mais on n'est pas encore de cet ordre-là. Donc, comme je vous disais, City Farmer, qui travaille à l'éducation, qui est un site de démonstration, allez voir leur site Internet, il y a vraiment une quantité incroyable d'informations là-dessus. Et j'ai rencontré le fondateur, vraiment, chapeau pour ce travail de sensibilisation. Et on voit la différence quand un organisme fait ça dans une ville depuis longtemps. La ville de Vancouver est largement en avance. D'ailleurs, ce concept-là d'avoir une piste cyclable bordée de jardins communautaires rappelle un peu certains urbanistes ont théorisé sur l'urbanisme alimentaire, food urbanism, dans lesquels on conjuguerait les activités, donc l'activité physique, le transport actif et la production alimentaire. En fait, l'idée, quand on crée un jardin, c'est qu'il soit accessible, entendons-nous. Donc, s'il ne peut pas être directement au cœur du quartier, à tout le moins qu'il soit accessible par des moyens, par le transport actif ou minimalement le transport collectif. Mais à Vancouver, donc, et de plus en plus également à New York et dans d'autres grandes villes, se développe vraiment une interaction entre ces deux dynamiques-là, de transport actif et de production alimentaire, agriculture urbaine. Vous avez notamment des fermes qui vont transporter les produits. Bon, vous me direz, à Québec, c'est un peu costaud comme mission, mais donc transporter leurs produits à l'aide de vélos dans des bacs comme ceux-ci. Vous avez également des fermes carrément, qui vont utiliser, vous connaissez peut-être l'idée de cours partagés, donc qui vont cultiver sur les terrains de propriétaires privés. Donc, je trouve ça assez particulier, une ferme sans terre, là. Donc, les terrains vont être prêtés en échange d'une certaine proportion de produits. Les autres produits seront vendus selon la formule de l'agriculture soutenue par la communauté, mais donc du panier là, hebdomadaire, etc. Mais eux, en plus, font la livraison en vélo. Alors, évidemment, ils ont quand même un petit rotoculteur. Là, ils utilisent quand même 80 litres d'essence par année pour leur ferme. C'est pour 50 000 livres de légumes. Je pense que c'est quand même respectable. Autre exemple que j'aime beaucoup et qui est, selon moi, un exemple quasi complet de quartier non seulement nourricier. Je vous explique un peu le contexte. Ça s'appelle Mole Hill. Ça, c'est vraiment au centre-ville de Vancouver. À quelques minutes à pied du centre-ville, vraiment, là, à côté d'un axe commercial important, etc. Il y avait tout un quartier qui était constitué d'anciennes maisons victoriennes qui devaient être démolies puisque la population, la croissance oblige. Vancouver, je ne sais pas si vous avez déjà vu le profil de Vancouver, mais c'est une ville extrêmement dense avec beaucoup de gratte-ciel. Donc, il y a beaucoup de pression sur tout ce qui est basse densité, donc habitat résidentiel de basse densité, pour y construire des tours. Mais évidemment, les citoyens ils voulaient conserver ces anciennes maisons victoriennes-là qui font partie de leur patrimoine, qui ont un cachet particulier. Et il y avait quand même déjà une certaine végétation présente, de l'espace un peu dans ces quartiers-là. Beaucoup ont été détruites, mais ils ont réussi à en conserver tout un îlot, comme ce que vous voyez ici. Et dans cet îlot-là, on y a notamment subdivisé les maisons, les énormes maisons victoriennes qui n'étaient absolument pas accessibles pour le commun des mortels. Donc, en appartements. Donc, on y a fait 2, 3, 4 logements par maison victorienne. C'est ce qu'on appelle la densification douce. Donc, même invisible. De l'extérieur, on n'y croirait pas, mais quand on regarde comme il faut, il y a une porte là, il y a une porte là, finalement, il y a 3, 4 appartements dans ça. Il y a des programmes de logement social qui se sont conjugués avec ça. Il y a également une crèche, enfin, de l'hébergement pour les sans-abri, puisque c'est un quartier, au centre-ville de Vancouver, il y a quand même beaucoup de pauvreté. La pauvreté côtoie la richesse. Donc, il y a de l'hébergement pour les sans-abri. Également, un centre de service pour les gens atteints de sida. Donc, il y a toute cette dimension sociale qui est très présente. Et en plus, on y a vraiment amené une approche écosystémique dans l'aménagement. Donc, non seulement vous avez un axe central, une ruelle verte, et là, c'était probablement au début du printemps, parce que quand nous, on est allés, c'était luxuriant. Vraiment, vous allez voir les prochaines photos. D'ailleurs, je peux bien passer à la prochaine. Donc, vous avez au cœur de cet îlot-là, une ruelle jardinée. Donc, vous y avez des jardins, certains surélevés pour les personnes handicapées, certains directement au sol. Vous avez un verger qui sont en palissage, donc qui sont vraiment cultivés de manière à optimiser l'espace qu'ils prennent. Vous avez un centre de compostage, un petit centre de recyclage et même une petite salle de transformation pour les produits issus du jardin.
Autre exemple ici, donc du jardin en question. Et la vue, donc quand on y est arrivé, on n'avait pas prévu s'arrêter à ce projet-là, on ne l'avait pas identifié, mais on l'a identifié dans un petit guide à Vancouver. Et puis on s'est dit, on va aller jeter un œil. Et en se promenant, les gens nous ont dit, hey, venez voir, venez voir. Les gens nous ont accueillis les bras ouverts, nous ont invités sur leur balcon. Donc on a pu prendre des photos dans des angles qu'on n'aurait pas pu normalement. Mais tout ça à l'improviste. Donc on sentait, il y avait vraiment un sentiment de sécurité, l'omniprésence des végétaux, il y avait même un petit ruisseau, des petits bancs installés un peu partout pour créer des petits espaces de détente, de relaxation ou de socialisation. Donc, ce projet-là, à mon avis, rejoint, en plus d'être près du transport en commun, d'être bien relié au niveau du transport actif, donc, vous voyez rassembler dans un seul projet beaucoup des principes des collectivités viables. On se déplace, on s'en va à Portland cette fois. Portland, Oregon, on en parle souvent pour sa quantité phénoménale de parcs au centre-ville. Portland est une ville assez novatrice au niveau du transport collectif également, avec des systèmes de trains légers, etc. En se promenant en vélo dans les différents quartiers péricentraux, donc là, on ne parle pas du centre-ville, on parle à peu près, disons, 15-20 minutes en vélo du centre-ville, on se retrouve dans un quartier qui s'appelle Sunnyside. Le quartier Sunnyside a la particularité en fait, il faudrait que je vous parle d'abord du fait de l'implication de l'organisme City Repair. City Repair travaille à Portland à motiver les citoyens à s'impliquer, à s'approprier leur quartier, notamment par le biais d'interventions artistiques sur le territoire. Mais là, vous voyez cette création collective-là à une intersection tout près dans le quartier Sunnyside, elle vise pas seulement à embellir le quartier, c'est une mesure d'apaisement de la circulation, en fait. Donc, les automobilistes, qui doivent partager la route, évidemment, avec beaucoup de cyclistes dans le secteur, arrivent à cette intersection et « Oh, qu'est-ce que c'est cet élément-là? » Donc, naturellement, ils vont ralentir. Conjugué avec la végétation en place, le mobilier urbain qui a été installé, les œuvres d'art, tout ça en fait un lieu d'appropriation citoyenne et également, vous avez quelques petits bacs d'agriculture urbaine. L'emphase n'est pas mise sur l'agriculture urbaine en tant que telle, mais elle y participe. Et dans le même quartier, vous avez l'école Sunnyside. École qui a un programme environnemental très poussé, au point même que tout le terrain avant et latéraux de l'école est cultivé. Vous avez ici un petit champ de patates à la limite, vous avez des courges, vous avez même des poules. À quand les poules dans nos écoles? Je pense qu'on a du travail à faire encore et je pense qu'il y a un débat à avoir sur cette question-là, mais fait est que c'est possible, manifestement. Mais ça prend l'implication des citoyens, ça prend l'implication des parents dans une école comme ça. Il faut que toute la communauté scolaire soit mobilisée. Vous surveillerez d'ailleurs notre site, on sort bientôt un guide sur l'aménagement des cours d'école. Vous verrez que c'est pas aussi simple que de donner cette responsabilité-là à l'école. C'est toute une question d'implication. Autre petit exemple, pas très loin en fait, dans le même pan de la ville de Portland, c'est pas un quartier à proprement parler, c'est une parcelle, mais cette fois-ci encore un peu plus loin, encore plus en banlieue. Mais c'est un ancien motel qui a été en fait converti en résidence. Il y a une trentaine d'appartements dans cette résidence-là. Et il y avait un immense parking. Et les gens qui sont là sont des adeptes de la permaculture. Certains d'entre vous connaissent probablement le terme. Donc, c'est une approche de design intégré où on tente de valoriser toutes les ressources, de minimiser les déchets, que chaque intervention ait plusieurs fonctions, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail. Vincent Leblanc, si vous allez à sa conférence, il vous en parlera davantage cet après-midi. Mais regardez bien l'état de ce terrain-là. On parle de requalification urbaine. Donc, c'était le terrain lorsqu'ils en ont fait l'acquisition. Vous voyez un grand stationnement dans la cour avant, un autre qui se poursuit dans la cour latérale, avec, de la place pour stationner peut-être, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine, quarantaine de voitures, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de logements. Mais les gens de cet endroit-là ont décidé de changer complètement les choses et d'en faire un immense jardin. Et donc, ils ont retiré tout l'asphalte qui était présent dans leur cour avant, grâce notamment au travail de l'organisme D-Pave. Je ne crois pas qu'on ait précisément une organisation qui fasse ça à Québec. Ça peut peut-être être un filon. Donc, si vous avez le goût de casser de l'asphalte, quoique le crack bitume, il me semble que ça fit très bien dans sa mission. Alors,
un immense jardin en permaculture. Vous avez, et donc quand on y est allé, c'était au mois de juin, donc c'était pas encore poussé, mais c'était leur tout nouveau jardin. Ils ont vraiment converti toute la parcelle, c'est leur parcelle de banlieue, donc en un immense jardin où chacun a son petit lot, mais il y a aussi des parcelles collectives. Et il y a également 4 hangars à vélo, puisque ayant éliminé tous les stationnements, c'est le transport actif et, le vélo qui a été priorisé. Autre exemple à une autre échelle un petit peu. Cette fois, je n'ai pas de photo, malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup sur Internet non plus. Mais c'est Wisconsin. Donc, c'est pas très loin, Milwaukee. C'est aux États-Unis également. Mais là, on a vraiment plusieurs enjeux aussi des collectivités viables qui se retrouvent. Donc, une collectivité viable va tenter de protéger le territoire agricole et de le mettre en valeur, protéger les milieux naturels également. Et là, ici, mais tout ça en devant concilier avec des besoins d'habitation. Alors, c'est ce qui s'est passé à Troy Gardens. Donc, vous aviez d'une part des jardins communautaires qui étaient déjà implantés là depuis des années. Vous aviez un promoteur qui voulait faire du logement et vous aviez des gens, des villégiateurs, c'est-à-dire des plénairistes, des gens qui profitaient beaucoup de cet espace-là puisque c'est une prairie typique de la région. Et donc, pour arriver à conserver cet espace-là, on a d'une part créé des servitudes de conservation pour l'espace plus naturel. On a permis à une ferme en agriculture soutenue par la communauté à s'y implanter. On a conservé les jardins et on a construit une trentaine d'unités d'habitation. Tout ça aurait pu être tout simplement un lotissement de banlieue standard, mais avec la collaboration de la municipalité, de 2 organismes travaillant en conservation de l'environnement et de l'agriculture, l'implication d'une ferme locale et des citoyens, on est arrivé à créer un modèle qui, sans être parfait, puisque, bon, on peut toujours se questionner sur la façon dont les maisons ont été disposées, etc. Il y a toutes sortes d'éléments, mais quand même, ils sont concentrés sur le territoire, donc on empiète le moins possible sur le territoire agricole et sur le territoire naturel. Et il y a un autobus qui passe pas très loin. Je terminerai les exemples à proprement parler par le Centropole roulant. Comme je vous dis, le choix a été déchirant. Il y aurait eu plein d'autres exemples. Et ce n'est pas un quartier en tant que tel. Mais au-delà du quartier, je pense que c'est l'ensemble du système alimentaire qu'il nous faut repenser. Et en ce sens-là, des initiatives comme le Centropole roulant à Montréal, est-ce que vous connaissez? Ah ben, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir vous en parler un peu. Donc, le Centropole roulant, ça a commencé par une popote roulante, donc qui offrait des repas aux plus démunis. Et puis graduellement, ils ont un local, et sur ce local-là, ils ont pu implanter un toit vert, très productif d'ailleurs, qui leur sert à produire des aliments pour leur popote roulante. Graduellement, ils ont aussi commencé à créer des petits marchés de quartier autour pour distribuer en partie leurs produits, mais également des produits des fermes locales. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais ça serait le fun d'avoir notre propre ferme. Donc, depuis quelques années, ils ont également une parcelle de terre à Senneville, en périphérie de Montréal, où ils cultivent. Donc maintenant, ils sont presque capables de fournir l'ensemble de leur production à partir de leur toit vert et de leur terre à Senneterre. Et du coup, ils ont mis en valeur une terre en friche dans la périphérie de Montréal. Donc, et aujourd'hui, ils se qualifient comme centre communautaire holistique centré sur l'alimentation. Ça semble assez funky comme nom, mais en fait, ça traduit où on en est rendu en termes de réflexion sur le système alimentaire. On ne doit plus uniquement se dire on fait de l'agriculture urbaine ici, puis c'est pas l'agriculture urbaine en tant que telle. Oui, on protège le territoire agricole, il faut valoriser nos fermiers de famille. Oui, mais il faut réussir à réfléchir. Ça nous prend également des centres de distribution locaux, peut-être de transformation. Il nous manque également peut-être des espaces pour l'entreposage et la conservation de nos aliments, des chambres froides. On n'a plus ça, alors que c'était un élément un peu indispensable, alors qu'au centre-ville, je trouve que ça serait un super beau projet, ça. Partir un centre, des chambres froides communes au cœur d'un quartier où qui en a besoin. Donc, il faut penser le système alimentaire dans son ensemble, et c'est sur quoi on s'affaire également pour la prochaine année. Alors, je terminerai, pour ne pas vous étourdir non plus et laisser de la place aux questions, quelques outils ou stratégies à mobiliser pour essayer de faire changer les choses au Québec et dans vos quartiers. Donc, première chose, eh bien,
Je ne vais pas vous inciter à partir d'une pétition, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de vous dire que vous essayez de profiter de toutes les tables, toutes les instances qui existent pour parler de l'agriculture urbaine. Et il y en a plusieurs. Il y aura bientôt des consultations, il y a dans vos quartiers, il y a des plans, vous surveillez ça, des plans particuliers d'urbanisme, souvent il y a des consultations locales. Allez voir votre conseil de quartier et profitez des tribunes, de ces tribunes-là pour parler de l'agriculture urbaine. Mais on peut voir aussi quand même que les pétitions, ça peut fonctionner. À Montréal, ils ont réuni en 2012 il me semble que c'est près de 30 000 signatures pour demander à ce qu'il y ait des consultations publiques officielles sur la question de l'agriculture urbaine. Malheureusement, à Québec, on ne dispose pas de ce droit d'initiative populaire-là qu'ils ont à Montréal, grâce à l'Office de consultation publique. Par contre, une pétition démontrant une volonté vraiment de la population, c'est ce que nous disent les élus. Si la population le veut, on va le faire. Il s'agit de démontrer ça par tous les moyens qu'on a. Une bonne idée, je vous parlais de système alimentaire, et c'est ce que plusieurs villes ont fait, créer un conseil de politique alimentaire. Donc, réunir autour d'une même table des gens de la municipalité, oui, mais des experts sur la question, des gens de l'université, des acteurs de terrain, des gens qui jardinent, des citoyens, des gens de la santé. Réunir tous ces gens-là autour de la table et se dire quelle vision on aurait pour notre ville en termes alimentaires, puisque ce n'est pas traditionnellement une responsabilité municipale que de s'occuper d'alimentation. On ne peut pas demander aux villes de faire tout le travail, mais il faut qu'ils soient partie prenante et ils ont des rôles à jouer. On arrive dans les autres outils, vous allez le voir. Donc, conseil de politique alimentaire, on peut décréter une charte sur comment on voit l'alimentation dans nos villes, comme a fait Toronto il y a déjà plusieurs années, et ça a finalement abouti à un plan d'action sur l'agriculture urbaine et différentes études. D'ailleurs, des études, ça en prend un peu aussi, parce que tout le monde est un peu « Ah, combien il y a de jardins? Mais c'est quoi les besoins? Oui, mais ça va pouvoir produire combien? Oui, mais ça va faire compétition aux producteurs régionaux. » En fait, on ne sait pas trop dans quelle mesure on a vraiment besoin, quelle quantité de jardins on a besoin et quel potentiel on a. Donc, de plusieurs villes, on fait des études de potentiel. C'est le cas notamment à New York où on a évalué tout le potentiel sur les toits, et puis toujours le lien aussi, l'arrimage avec les transports en commun pour s'assurer que les endroits qu'on développera seront bien localisés. C'est également le cas à Portland. Plein de villes l'ont fait tout récemment à Boston. Et il y a un travail qui est sur le point d'être diffusé pour le cas de Québec aussi, donc à surveiller. Il y a quand même beaucoup de potentiel à Québec. Donc, ça nous prend des études. J'achève dans quelques minutes. Donc, il faut également, à un moment donné, parler des choses un peu plus plates, là. Des questions de plan d'urbanisme, schéma d'aménagement. C'est que si on veut que l'agriculture soit reconnue d'une manière ou d'une autre, il faut que ça apparaisse dans nos documents de planification, puisque c'est eux qui sont nos lignes directrices, qui sont nos balises pour appuyer les actions par la suite. Chose intéressante, et on n'aurait jamais cru ça possible il y a encore quelques années, le Québec s'est doté récemment d'une politique de souveraineté alimentaire. Bon, on peut la critiquer à certains égards, sans doute, mais c'est quand même intéressant d'y retrouver une section où on dit, de même, à proximité des grands centres, l'agriculture périurbaine et urbaine contribue à la qualité de vie des citadins. C'est déjà un début de reconnaissance au niveau national. Il y a encore du chemin à faire. Dans les plans métropolitains et d'aménagement et de développement, ça aussi, c'est des plans qui sont importants, puisqu'ils vont donner les orientations aux différentes municipalités qui composent les régions métropolitaines. C'est le cas de Québec, de Montréal. Dans celui de Montréal, l'agriculture urbaine apparaît. Dans celui de Québec aussi, mais c'est assez ténu et ça pourrait passer sous silence si on ne revendique pas l'importance d'appliquer ces orientations-là. Suite à ça, eh bien, les schémas d'aménagement. Les schémas d'aménagement, ça, c'est au niveau des MRC, des municipalités régionales de comté ou des agglomérations urbaines. Donc ici, vous avez l'agglomération de Québec, vous avez la Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré, vous avez également l'île d'Orléans et Lévis. Tout ça constitue la communauté métropolitaine de Québec et chacune doit se doter d'un schéma d'aménagement. C'est aussi un endroit où on peut parler d'agriculture urbaine. Et la ville de Gatineau l'a fait dans son schéma d'aménagement. Elle l'a fait clairement. Elle a dit, non seulement on va réfléchir à notre zone agricole, mais on va le penser dans un continuum avec l'agriculture urbaine. On ne verra pas l'agriculture urbaine strictement dans la zone agricole. L'agriculture, la production alimentaire et la consommation, ça se fait dans l'ensemble du système. Et puis, donc, si vous voulez un exemple de schéma d'aménagement assez novateur qui favorise l'agriculture urbaine, vous pouvez jeter un œil à celui de Gatineau. Après, il faudra l'appliquer, là, on s'entend.
Il y a également les plans de développement de la zone agricole qui, même s'ils concernent plus spécifiquement la zone agricole, ce sont des instances, des bons endroits où il y aura des orientations assez importantes en termes d'agriculture et qui concernent les centres urbains. Celui de Québec est actuellement en cours. Il y aura peut-être des consultations. Il y a eu des consultations, un sondage de 500 personnes par téléphone, léger marketing. Bon, je ne sais pas à quel point ça va être représentatif, mais il y aura sans doute d'autres instances, des focus group notamment, qui auront lieu d'ici le mois de juin. Donc, surveillez ça. C'est peut-être un endroit où aller déposer un mémoire également pour vos organisations ou même à titre personnel. Finalement, les villes peuvent se doter carrément d'un plan d'action en agriculture urbaine. Et la première ville, à ce que je sache qu'il y en ait officiellement un, c'est la ville de Côte-Saint-Luc. C'est sur l'île de Montréal. Et donc, elle identifie la nécessité de créer un jardin. Bon, peut-être qu'ils partaient d'un peu de loin. Là. Je crois qu'ils n'avaient même pas de jardin communautaire. Donc, peut-être que c'était un bon point de départ. Mais donc, favoriser les points de distribution de l'agriculture soutenue par la communauté, créer un marché public, etc. Donc, ça apparaît dans leur plan d'action spécifique sur l'agriculture urbaine. Et finalement, peut-être résultant des travaux du Conseil de politique alimentaire, dont on a parlé juste avant, on peut carrément se doter d'une politique alimentaire. Mais comme l'alimentation, c'est un enjeu qui est transversal, on ne peut pas imaginer que ce soit un plan qui est développé et appliqué en vase clos. Ça doit mettre à profit l'ensemble des services des municipalités, que ce soit les matières résiduelles, ça doit impliquer les agences de santé publique, puisqu'il peut y avoir des enjeux de santé publique. Donc, New York a mis la nourriture, en fait, comme question transversale dans son plan New York City, c'est leur plan d'urbanisme à New York. Donc, la nourriture est transversale à tout ça. Il me reste 2 points, parfait. 2 ou 3 points. Ici aussi, c'est pour ceux qui habitent la cité Limoilou, il faut quand même souligner les initiatives en place. L'arrondissement de la cité Limoilou s'est doté d'un plan de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur. Ce n'est pas directement agriculture urbaine, mais c'est vraiment l'occasion d'y inscrire des actions en lien avec l'agriculture urbaine, puisqu'on l'a vu, ça peut quand même contribuer au verdissement des villes. Donc, c'est une autre instance, un autre endroit pour essayer de dire « Ah, ben mon quartier, attendez, on n'a pas un plan pour verdir notre quartier? Ben écoutez, moi, j'ai un projet à proposer. » Il faut également, ultimement, donc après avoir consulté, réfléchi, fait des études, inscrit ça dans nos plans d'action, suite à ça, il faut traduire ça au niveau réglementaire. Parce que, veut pas, il y a des règlements dans nos villes et pour favoriser une cohabitation harmonieuse. Donc, on peut les critiquer à certains égards, mais ils sont relativement indispensables dans certains cas. Donc, juste vous dire rapidement, je ne vous expliquerai pas en détail c'est quoi un règlement d'urbanisme, mais c'est important que ça y apparaisse. Est-ce que déjà, dans nos règlements d'urbanisme, on définit l'agriculture urbaine ou l'agriculture en général? C'est la première chose à faire. Ensuite de ça, est-ce qu'on permet, dans quelle zone on permet la pratique d'agriculture urbaine et quelle forme d'agriculture urbaine? Les jardins potagers, les serres sur les toits, l'élevage des poules, la production commerciale, donc dans quel secteur? Est-ce qu'on désigne des secteurs spécifiques où ce sera permis ou on le permet dans toutes les zones? Je donne quelques exemples de règlements qui ont été adoptés. Puis, écoutez, il y en a plein d'autres récemment. Boston, San Francisco ont adopté des règlements hyper progressistes, là, permettant à peu près tout partout. Là. Enfin, on verra ce que ça donne. Mais ici, vous avez Seattle, donc l'agriculture urbaine qui est permise dans toutes les zones résidentielles, mais l'agriculture urbaine non commerciale. Alors qu'à Chicago, la production commerciale, donc maraîchère, et la vente d'aliments, c'est un enjeu qu'il faut baliser aussi. Est-ce qu'on le permet, est-ce qu'on ne le permet pas? Donc, est permis dans les zones, mais seulement les zones commerciales et industrielles. À New York, les abeilles étaient jadis considérées comme un ennemi. Donc, maintenant, on a considéré qu'ils étaient plus positifs que négatifs et l'apiculture est désormais permise depuis quelques années. Wow! Et finalement, à Kingston, en Ontario, ça fait quelques années, les poules sont permises. Évidemment, on n'a pas le droit de coq, donc ça peut être un cas à surveiller pour s'en inspirer ici. Est-ce qu'on permet ça ou non? Montréal l'a permis sous la forme de projets pilotes dans des poulaillers communautaires. Les arrondissements doivent décider s'ils le permettent ou pas, mais pas au niveau privé. Finalement, oui, c'est parfait. Donc, les villes peuvent également donner des orientations. C'est le cas de Vancouver. Comme c'est très développé, les gens se sont mis à faire des jardins partout. Je dis, il faudrait peut-être baliser un petit peu parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait plein d'espèces envahissantes, que nos services d'environnement essaient de contrôler les espèces envahissantes d'une part, puis d'un autre côté, les jardiniers en mettent dans leur jardin. Donc, ils vont peut-être avoir une liste de plantes qui vont être proscrites. Mais bref, se doter de lignes directrices, notamment ici pour l'aménagement des îlots
ou ce qu'on appelle en fait les banquettes, là, les bandes de verdure entre le trottoir et la rue. Donc, il y a des lignes directrices émises par la ville sur si vous voulez démarrer un projet sur la banquette, bien, est-ce qu'il faut obtenir un permis, c'est quoi les étapes, qui devez-vous contacter, etc. Puis après, bien, allez-y, jardinez. Finalement, programme de soutien aux jardins communautaires. Montréal a un très bon programme de soutien aux jardins communautaires. Québec aussi, mais Québec, on dirait que c'est fait plus à la pièce. C'est un petit peu plus difficile de voir comment est réfléchi dans l'ensemble, mais le soutien, est variable. Donc, mais le cas de Seattle est très intéressant puisque la gestion des jardins communautaires est faite en collaboration avec une fiducie qui fait l'acquisition de terres urbaines à des fins de jardin. Parce qu'ici, les jardins communautaires, à tout moment, ça peut changer de fonction. Il n'y a aucune affectation officielle et la propriété n'est pas non plus à une fondation dont la mission serait l'agriculture urbaine. Donc, il est important de voir que les programmes doivent se faire en collaboration entre la ville et les organisations sur le territoire. Finalement, des outils cartographie participative, c'est pas non plus à la ville à tout faire, comme je l'ai déjà dit. Donc, à Montréal, par exemple, ils ont développé une cartographie où chacun peut aller inscrire son jardin, son initiative, son rucher, etc., pour finalement avoir une idée un peu du panorama de l'agriculture urbaine sur le territoire. C'est également le cas, il y a d'autres types de portails collaboratifs comme Plant Catching là, pour l'échange de semences, de plantes, etc. qui existent. Puis je vous annonce qu'au printemps, il y en aura un portail pour la Ville de Québec à surveiller avec les mots-clés « Manger local Québec ». Alors, écoutez, c'est pas mal ce qui conclut. Peut-être juste quelques petits mots pour vous dire qu'en fait, on a besoin d'une nouvelle coévolution, une nouvelle cohabitation entre l'agriculture et l'urbanisation dans leurs pratiques et leurs paradigmes. D'une part, l'agriculture doit s'améliorer au plan social et environnemental pour être compatible avec les milieux de vie. Elle peut même contribuer à améliorer le paysage urbain. On s'entend, pensons aux aménagements comestibles, aux forêts nourricières qui conjuguent à la fois les enjeux de verdissement et d'alimentation. La ville, quant à elle, ne peut plus se permettre d'ignorer ou de compétitionner les espaces agricoles ou forestiers. Elle doit les reconnaître à leur juste valeur écologique, notamment. En cas de hausse faramineuse du prix du pétrole ou de rupture dans son approvisionnement, nos collectivités sont vulnérables d'un point de vue alimentaire. C'est en fait tout le système alimentaire qui doit donc être réfléchi pour plus de résilience, d'adaptabilité et d'accessibilité. Et l'agroécologie urbaine doit être l'avant-garde de ce mouvement, comme un motif central et fédérateur pour restaurer la fertilité dans nos quartiers, en commençant par le sol. Le simple principe de précaution devrait nous pousser à reconnaître le caractère essentiel des espaces cultivables en milieu urbain et leur accessibilité à tous. À ce titre, comme je l'ai montré, les villes disposent de moyens tangibles pour changer les choses en collaboration avec les citoyens et les organismes du milieu. Nous avons tous une responsabilité. Je vous invite donc à discuter autour de vous, avec les gens autour de vous, à vous impliquer dans les organismes, à semer une graine dans l'esprit de vos voisins, et puis, avec la patience du jardinier, de prendre soin de vos semis. Alors, sur ce, merci et bon jardinage. Merci, M. Galarneau. Fort intéressant. Malheureusement, il y a le temps qui nous retient.